comme le thème qui a été annulé était solitude et isolement, qui me semble être un thème d'importance et d'actualité, et qu'aujourd'hui c'était le rêve détermine-t-il nos vies ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire un exercice qui va peut-être m'amener, mais heureusement j'ai un œil vigilant sur ce que je dis et une oreille aussi attentive, qui va certainement m'amener à tordre certains philosophes, oui, en la personne de Monique Sicard, philosophe de son état. Et donc c'est bien parce que voilà, je suis cadrée comme ça. Donc qui va m'amener à tordre certainement certaines choses, mais je pense que l'important, c'est que nous entendions ce qui est à entendre, en tout cas ce que il me semble être important de dire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va attaquer la solitude, l'isolement et le rêve. Et Monique me disait, mais comment tu vas faire ça ? Je vais essayer, et vous me direz si ça fonctionne ou pas, et puis ensuite, de toute façon, c'est à vous qu'il reviendra de terminer la discussion et la réflexion, bien évidemment. Là, je ne vais faire qu'ouvrir des pistes. Alors, dans ma grande distraction, normalement j'ai mon fil conducteur et puis j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave. Je vais repartir, donc je vais m'appuyer un petit peu quand même. Enfin, j'espère que personne n'est déçu par le fait qu'on ajoute la solitude et l'isolement au rêve. Parce que vous allez voir, c'est assez joli et ça va nous amener un peu loin dans le temps, c'est assez joli. Bref. Donc sur le petit document que vous avez en main, je commence par dire qu'en effet, les thèmes de la solitude et de l'isolement, apparemment, bien qu'il y ait quand même quelques écrits dessus, hein, heureusement, ne sont pas des objets pour la philosophie. C'est-à-dire qu'a priori, on ne les saisit pas pour les penser philosophiquement parlant. Peut-être considère-t-on, de manière dans la tradition, que ça ne relève pas des questionnements véritablement philosophiques. Pourquoi est-ce que j'affirme ça ? Parce que même dans ce dictionnaire philosophique qui est le Lalande, la Bible des philosophants, solitude, il n'y a rien, isolement, il n'y a rien non plus. Cependant, nous avons Schopenhauer qui va nous parler un peu de la solitude. Et puis le rêve, effectivement, il y a plusieurs éclairages qui sont posés sur la question du rêve, mais qui relèvent davantage de la psychologie, voire de la psychanalyse, avec la question de l'interprétation des rêves que nous a proposé Freud, puis Jung et d'autres, hein, bien sûr, hein, mais bon. Alors j'espère que vous avez aussi des compétences sur ces terrains-là, parce que moi, je suis assez limitée, par contre, là-dessus. Donc, je vais commencer quand même par introduire cette distinction entre solitude et isolement. On s'est accompagné de quelques photographies de Janine Mignot, néanmoins notre trésorière également. Alors, je vais commencer par l'isolement. L'isolement dans nos sociétés contemporaines, donc je parle d'aujourd'hui en fait, est un problème et une question d'actualité assez lourde, me semble-t-il, particulièrement dans les cités, dans les villes, j'entends par là, hein, évidemment, dans les grandes villes, où finalement, surtout en hiver, on voit des personnes isolées, que l'on ne nomme plus, mais que l'on désigne par des lettres. Ça, c'est aussi une production très contemporaine de nos sociétés contemporaines, qu'on appelle donc SDF. Ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des lettres aux lettres, qui meurent sur le trottoir, de froid ou ailleurs, dans un isolement total et dans une indifférence totale. Il me semble qu'on peut penser que l'isolement est un état que l'on ressent lorsqu'on est coupé de tous les autres hommes, de tous les autres humains et donc de toute humanité. Et qu'on ne se retrouve pas renvoyé à soi-même, ça c'est la solitude. Mais renvoyé à rien du tout. C'est-à-dire que je ne peux même plus croiser le regard de l'autre. Je suis isolé même au milieu de la foule. Voire parfois même stigmatisé, cette stigmatisation produit mon isolement.
Alors, bon, il y a le cas de ces personnes donc, qui ne sont plus vraiment des personnes, puisque ce ne sont que 3 lettres, SDF, mais aussi, il y a la question de nos anciens. De nos anciens qui, alors qu'il y a encore un siècle, terminaient leur histoire dans nos familles, pour des raisons, alors les raisons sont sociologiques, etc., etc. Il n'y a pas de critique particulière à faire là-dessus, c'est juste un constat. Et maintenant, nous avons des établissements pour recevoir nos anciens, ces établissements dans lesquels, bien souvent, ils s'isolent progressivement du reste du monde, de l'autre. C'est-à-dire qu'ils s'enferment, d'une certaine manière, dans un lieu, comment dirais-je, auquel nous n'avons pas accès. Donc, c'est peut-être, plus ou moins, je ne sais pas, volontaire ou pas. En tout cas, c'est un phénomène que l'on peut observer quand on va se promener dans des maisons de retraite, on appelle ça, ou je ne sais pas quoi, et qu'on essaie de rencontrer ces gens-là. Je ne parle même pas de la maladie d'Alzheimer, je parle du vieillissement, simplement, quoi. Vous êtes déjà, une forme de méfiance, d'une part, et puis d'autre part, il y a des personnes qui font le choix de s'isoler et qui refusent tout contact avec autrui également. C'est tout à fait remarquable. Donc cet isolement, moi j'ai envie de le rapprocher à quelque chose comme une espèce de souffrance quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je choisis, c'est quelque chose que je subis, et ça relève du sentiment. L'isolement, ce n'est pas seulement, comme on le fait dans les prisons, on met des personnes dangereuses à l'isolement, dans les hôpitaux on met des personnes contagieuses à l'isolement. C'est pas seulement ça, c'est aussi au milieu du monde, je peux être complètement isolé et perdu finalement quelque part. La solitude, c'est une autre affaire. La solitude, c'est, je pense, me semble-t-il, pour l'homme une nécessité. Pour l'homme, et j'ajoute pour l'enfant. L'enfant, alors je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je crois qu'il y en a parmi nous qui pourront m'aider ensuite. L'enfant a besoin de solitude, de moments de solitude, lui aussi nous dit notre ami Winnicott. Alors après, je ne suis pas complètement en harmonie avec ce qu'il dit, peu importe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui maintenant, c'est de se dire qu'un enfant qui grandit, donc un humain qui grandit, a aussi lui besoin de moments de recul, de se retrouver juste avec lui-même pour se permettre de grandir. On constate dans nos sociétés contemporaines, moi j'observe des jeunes parents autour de moi, mes enfants en particulier, qui ont toujours le souci d'occuper absolument leurs enfants. Mais c'est un truc de fou. On arrive dans des espaces où il n'y a plus d'espace vide. C'est-à-dire les chambres des enfants, c'est partout, au plafond, sur les murs, les étagères. Mon Dieu, mais on a presque un sentiment comme ça d'oppression, alors que franchement on a le sentiment de bien faire les choses, d'offrir plein tout ce qu'il faut pour que ces enfants s'épanouissent, découvrent, soient curieux, etc. Et on oublie que l'espace de solitude est aussi utile et nécessaire à l'évolution de l'enfant. Alors j'espère donc que parmi nous, certains pourront nous l'expliquer plus précisément. En attendant, il me semble que c'est d'importance et qu'en effet, quand on voit un enfant seul en train de bricoler avec un bout de n'importe quoi, il faut le laisser tranquille et pas lui chercher d'occupation, qu'il prenne aussi le temps de vivre et de ne rien faire ou de faire si peu pour se retrouver avec lui-même, se raconter ses propres histoires, construire son imagination, se laisser porter, seul donc, avec lui-même. Et la solitude, quant à nous, adultes, est également un état dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin déjà pour nous rencontrer nous-mêmes. Non pas pour nous connaître nous-mêmes, ça on a compris que c'était vraiment très compliqué, mais pour rentrer en contact effectif avec nous-mêmes. Quand je suis avec l'autre, d'accord, son regard me renvoie mon image, nous dirait Jean-Paul Sartre, mais je suis avec l'autre, je suis dans l'échange, je ne suis pas avec moi-même. Or, j'ai besoin d'échanger avec moi-même. Et c'est dans la solitude que je peux le faire. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'échanger avec moi-même ? Simplement pour essayer parfois de me comprendre un peu, car parfois je me surprends un peu. Oui ? Pour me comprendre, pour me replacer,
pour faire des choix d'importance, même si j'ai besoin de l'échange avec mes amis. Aristote le confirme, Épicure le confirme. Aristote nous dit, pour se connaître, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de mon ami. Épicure dit, pour parvenir au bonheur, j'ai besoin de mes amis. Mais j'ai besoin aussi de ces moments de solitude qui me permettent de me recadrer moi-même, ou de m'apercevoir quelque part. Et puis aussi dans les moments douloureux, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et c'est important, cette solitude. Lorsque nous avons perdu donc, mon père récemment, j'ai un de mes fils que je suis allée voir, j'ai dit « ça va ?» Il me dit « il faut que tu me laisses ». Voilà, oui, ok, pas de problème. Et il fait son chemin avec lui-même, n'est-ce pas ? Quand je réfléchis, ou quand on va au musée, ce qui nous arrive quand même de temps en temps avec Janine par exemple, il y a toujours un moment où on dit « stop, il faut que je vide mon esprit ». Alors, est-ce de la solitude ou est-ce un suspens un petit peu de tout ce qui nous encombre l'esprit ou nous occupe l'esprit? Moi, j'ai envie de l'appeler un peu comme ça, être seul avec des œuvres que je vais rencontrer. Pas tout le temps, hein, on a quand même le droit de communiquer aussi. Hein. Bon. Certains films également, on a besoin de les voir seuls, de ne pas échanger, de se laisser emporter. Parfois, une promenade, on a besoin de la faire seule, juste pour suspendre justement tout ce qui nous occupe ou nous préoccupe. Donc ces moments de solitude sont absolument indispensables, et le rêve absolu, puisqu'il va s'agir du rêve aussi, c'est de pouvoir toujours choisir ces moments de solitude et ne pas les subir. Parce qu'à ce moment-là, très facilement, on peut considérer qu'on bascule du côté de l'isolement, ça c'est moche. C'est moche parce que ça c'est une souffrance. Ou en tout cas, ça peut générer une souffrance. Alors, pour avancer sur ce terrain, je me suis dit, tiens, on va aller chercher notre vieil ami Schopenhauer. Schopenhauer, ce grand pessimiste avec lequel je ne suis pas toujours en harmonie d'ailleurs. Alors, toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira, supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son propre moi. J'entends par là que, ce que veut dire Schopenhauer, plus je suis riche intérieurement, plus cette solitude je la goûte. Moins je le suis et plus je suis en difficulté avec moi-même, moins cette solitude je la goûte et plus je vais essayer de la fuir. N'est-ce pas ? C'est ce que j'entends. Car c'est là que le mesquin, alors oui, sent toute sa mesquinerie et le grand esprit toute sa grandeur. Bref, chacun s'y pèse à sa vraie valeur. Alors, Schopenhauer, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Il est en train de nous dire là que dans les moments de solitude, je me rencontre tel que je suis. Moi, je trouve qu'il est un peu, pour le coup, optimiste. Hein. Se rencontrer tel que l'on est, je ne suis pas sûre. Il me semble qu'on peut légèrement modifier ce qu'il propose en disant, lorsque j'ai fait une action, par exemple, qui me laisse un goût amer, ce qu'on appelle aussi la mauvaise conscience parfois, là, je n'aime pas me retrouver seule. Parce que je me retrouve face à cette mauvaise conscience. Mais cette mauvaise conscience n'est pas ce que je suis. Elle est une action, que j'ai faite et qu'il va falloir repenser pour l'intégrer, voire déjà l'accepter, parce qu'il faut accepter que nous ne soyons pas parfaits. L'homme n'est pas un ange, ça se saurait. Et aucun d'entre nous ne peut, je pense, affirmer qu'il a toujours été juste et bon. Je pense que ce n'est pas possible. Hein. Donc la petite rectification sur Schopenhauer, il me semble que le mesquin n'est pas définitivement mesquin et que le grand esprit est parfois lui-même très mesquin. Donc voilà. Un autre petit paragraphe que j'ai retenu également, avec lequel je ne suis pas du tout en harmonie, et donc c'est intéressant, hein, parce qu'on s'oblige à discuter avec lui quand même. En outre, un homme est d'autant plus essentiellement et nécessairement isolé, nous voici avec l'isolement, donc attention aux mots, qu'il occupe un rang plus élevé dans la nobiliaire de la nature. C'est alors une véritable jouissance pour un tel homme que l'isolement physique soit en rapport avec son isolement intellectuel. Si cela ne peut pas être, le fréquent entourage d'êtres hétérogènes le trouble. Il lui devient même funeste, car il lui dérobe son moi
et n'a rien à lui offrir en compensation. Alors là, on sent bien, vous voyez, qu'il y a quand même des êtres particuliers qu'il pense, lui, qui sont naturellement au-dessus des autres, et que ceux-là, il vaut mieux qu'ils restent isolés avec eux-mêmes, car le peuple, le bas peuple, ou la masse, ou les autres, vont le parasiter. Alors ça, c'est merveilleux de penser une chose pareille, parce que c'est supposer qu'effectivement, il puisse y avoir des hommes qui n'ont pas besoin des autres hommes. Ce qui, en vieillissant, m'apparaît de moins en moins crédible, de plus en plus problématique. En tout cas, crédible, oui, ça c'est sûr, de moins en moins crédible. Je prends pour exemple, mais bon, vous le savez, nous sommes tous des échantillons complets de l'humanité tout entière, et nos histoires de vie, qui sont particulières, peuvent avoir un sens pour tout le monde. Donc, comme je suis un objet d'étude aussi pour moi-même, je prends un exemple qui se réfère directement à mon expérience. Et je pense donc à mon père, qui était un artiste peintre, isolé, entre guillemets, dans son atelier en Bourgogne, mais qui néanmoins, défendant un peu l'idée de Schopenhauer, en disant « mais non, je ne veux pas être parasité, je suis bien seul, laissez-moi, je travaille, je suis... » avait néanmoins besoin, régulièrement, de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que ça se traduisait par quoi ? « Allô papa, pour ton anniversaire, si tu venais à l'Archamp, ce serait sympa, tu verrais tes arrière-petits-enfants. » Oui, bon, d'accord. Mais je fais vraiment l'effort. Et en fait, c'était un besoin aussi, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi qu'il faut revoir et corriger la proposition de Schopenhauer. Mais je me trompe peut-être que Schopenhauer, finalement, a raison, mais sur ce coup-là, je ne le crois pas. Bref, on ne va pas relire tout Schopenhauer, bien sûr. Vous l'avez, donc vous pourrez y aller. J'ai apporté, cette fois-ci j'y ai pensé, vous savez que Schopenhauer a écrit son œuvre, c'est Le monde, rappelle-moi, Le monde selon la... Bon, je ne me souviens plus du titre complet, mais enfin, il n'en a écrit qu'un véritablement, et tout le reste, ce sont des petits opuscules comme ça. Alors, c'est Comment être heureux en 50 règles. Ça, c'est très amusant. On a fait une petite séance à Nemours là-dessus, quoi. Schopenhauer, Comment être heureux en 50 règles. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est un stoïcien. C'est tout, parce qu'il faut renoncer à tout. Bon. Et puis là, donc ici, vous avez ces petits aphorismes sur la sagesse dans la vie. C'est là-dedans, donc, de ça qu'est extrait le petit passage que je viens de vous lire. Donc, c'est tout à fait, pour le coup, accessible et assez intéressant, surtout quand on n'est pas forcément en harmonie. Je trouve que presque... Enfin, bref. Alors, un autre petit passage, ça c'est un copain qui me l'a mis entre les mains et qui m'a dit « Ah, tu fais quelque chose sur la solitude et l'isolement, tiens, regarde donc François Georges. » Donc, je vous avoue que je ne le connaissais absolument pas et que donc, je suis allée y voir de plus près. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle de la société moderne que j'évoquais en tout début, n'est-ce pas, de séance, avec la question des SDF, qui n'ont donc pas d'existence. J'exagère un peu, mais voilà. Ces sociétés modernes, je pense qu'on peut les appeler, en rejoignant Jean-François Lyotard, ces sociétés post-modernes. On est sorti de la modernité, où c'était quand même un moment, disons, plutôt heureux pour l'humanité. Je mets des triples guillemets, n'est-ce pas ? Nous sommes dans la post-modernité. Donc, la société moderne, sous l'impulsion... Pardon. J'ai essayé de bien le faire. On a des oiseaux en plus qui nous accompagnent, c'est merveilleux. La société moderne, sous l'impulsion de la technocratie fanatique, entreprend l'isolement de chacun, claustré dans son appartement, dans son automobile ou son bureau, à l'image du cosmonaute dans sa cabine spatiale ou du prisonnier dans sa cellule ultramoderne, surveillé par eux, comme eux, par une police préventive. Isolement qui exclut la solitude. Vous avez vu, c'est joli ça. Hein ? Isolement qui exclut la solitude, puisque je suis toujours surveillée et observée. Je ne suis jamais seule avec moi-même.
dans le sable humain de la modernité, chaque grain, c'est-à-dire nous, se sent seul, mais sent aussi l'accablante multitude des autres isolés, des autres isolements en somme, agglutinés par l'architecture, par le travail. Plus de communauté, ni de solitude véritable, on a perdu beaucoup à la fois. Les rapports humains se réduisent à de pénibles promiscuités, à de petits drames avortés, faits d'indifférence, d'incompréhension, voire d'agressivité. L'homme moderne ne reconnaît plus que sa solitude. Il se réfugie à la hâte dans sa niche ouatée où sa mauvaise conscience, le sentiment trouble du vide de son existence, le remords du temps gâché, la crainte d'un avenir ressemblant, le besoin d'oubli, la lassitude, l'ennui aussi, enfin, le soumettent à l'invincible chantage de la consommation. Eh ben, c'est la fête aujourd'hui chez Philosart, hein. Et je me disais que de temps en temps, allez hop, allons-y. À l'Archant, ça va mieux quand même. À l'Archant, ça va mieux. Et là aussi, c'est intéressant, mais ça ne concerne en effet que les grandes cités, les grandes villes, je pense. Hein. Mais il me semble qu'il y a une réalité là-dedans. Une réalité qui, heureusement, est contrée par cette espèce de fond mouvant, vivant, que sont, mes amis, les associations et tous les gens qui y collaborent ou qui s'y investissent. Il me semble que ceci est un constat comme si on regardait la société comme une grosse machine dans laquelle nous sommes ces petits grains de sable. Mais en réalité, ces petits grains de sable, d'abord, savent choisir leur moment de solitude et sont très actifs entre eux. Et donc cette chape qu'on nous pose sur la tête, qui ressemble à un cliché, hein, franchement, c'est ça, oui, on est surveillé par des caméras partout, mais en fait on est isolé complètement, etc. C'est faux. En réalité, dans un immeuble, eh bien, on connaît tous ses voisins. Et puis il suffit de presque rien. Encore un exemple personnel, désolé. Hier, je suis allée chercher du pain pour ce midi, pour nous tous, à la boulangerie qui est en face de la gare, parce que je trouve qu'elle est trop bonne à Nemours. Bref. Et puis je me dépêche parce qu'il pleuvait, et je passe devant une petite dame qui marchait moins vite que moi, parce qu'elle devait avoir 15 ans de plus que moi. J'en profite, je me dépêche, je rentre avant elle dans la boulangerie. 2 minutes plus tard, la voici qui arrive. Et à ce moment-là, on sortait les baguettes du fond du four, quoi, qu'on aperçoit quand on attend dans la file. Et alors, je regardais ça, puis je vois que la petite dame, elle regardait ça aussi. Puis je lui dis, vous avez vu, c'est beau, hein. Elle me dit, ah ouais, c'est beau. Mais vous savez, ça me fait penser, quand j'étais jeune, eh bien, il y avait l'espèce de truc. Et puis nous voilà partis à discuter et à nous promener dans le temps. C'est de l'isolement, ça ? Non. C'est tellement simple de casser, puisque chacun n'attend finalement que cela, en fin de compte. Et même dans l'agressivité, je me demande si quelquefois on se fait agresser par des gens qui disent oh là là, il n'y a pas une demande et une attente. Et c'est dommage, je n'ai pas pensé à le mettre, mais ça m'a fait penser à un texte de Merleau-Ponty, donc philosophe du XXe siècle, hein, assez contemporain, oui, voilà, qui nous dit ce qui est terrible, c'est que alors j'interprète, hein, c'est pas exactement ces mots, quand je croise le regard de quelqu'un d'autre qui me perçoit comme un objet, il dit ça, d'un coup, c'est l'isolement qui arrive. Je suis une chose, je ne suis plus un être humain. J'ai été regardé comme un objet. C'est pas du mépris, hein. Alors il dit, pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un mot. S'il y a un mot, alors c'est fini, je suis un humain de nouveau. Puisque notre langage articulé est notre spécificité. Conceptuelle, si tu veux. Tu vois ? On a une très jeune fille aujourd'hui avec nous, que nous saluons. Ça, c'était... Voilà. Alors maintenant, il faut que j'arrive à faire le lien avec le rêve. C'est là que l'exercice devient amusant. Donc, nous voici solitaires, renvoyés à nous-mêmes, et c'est un besoin, une nécessité, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour l'adulte. Nous avons l'isolement, provoqué peut-être par la société,
Et il y a le rêve. Alors le rêve, il faut le distinguer. Je vous ai mis le petit texte, le petit passage de Bachelard que vraiment je continue à explorer et on en reparlera parce que c'est vraiment à chaque fois que du bonheur. Bref, Bachelard qui nous introduit là la différence entre le rêve de la nuit et puis la rêverie. Alors le rêve de la nuit, nous le savons, c'est comme, enfin nous le savons, on peut le supposer, c'est notre soupape de sécurité, ce qui va permettre, enfin ce qui va nous éviter de devenir complètement fous, nous dirait Freud, puisque dans mon esprit, j'ai des tas de choses, là, vous savez, dans mon inconscient qui sont refoulés, des désirs refoulés, des traumas refoulés, etc., etc. Et dans mes rêves, il semblerait, selon lui en tout cas, que je réalise certains de ces désirs, ce qui permet de soulager un petit peu la cocotte minute qu'est mon esprit. Parce que notre esprit travaille en permanence. Il n'y a que dans la méditation, que je ne sais absolument pas faire, que je peux éventuellement complètement vider mon esprit. Mais la nuit, ça turbine à fond et ça évacue un certain nombre de choses qui me permet de continuer à respirer à peu près normalement tout au long de mon existence. Et puis il y a la rêverie, cette rêverie qui m'emporte comme ça. Alors, je suis un petit peu prof de philo aussi de temps en temps et je vois des élèves charmants, plein d'idées, qui ont plein de choses dans leur tête, même s'ils ne le savent pas encore tout à fait. Et qui tout à coup, alors que je leur parle de Bachelard ou de la liberté, du bonheur, ou je ne sais pas quoi, s'en vont, leur regard s'en va par la fenêtre, quelque part, ou au plafond, quelque part. Et là, où sommes-nous ? Emportés dans nos rêveries. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne sait pas toujours quelles sont ces rêveries. Où est-ce qu'on est parti ? Mais d'un coup, on s'est mis à flotter. C'est un véritable plaisir. Ça. Et le plaisir, c'est important pour nous, les humains, mais pour les autres aussi, je pense, pour tout vivant. Hein. Le plaisir, finalement, c'est quand même ce qui nous pousse aussi. Donc cette rêverie qui n'a pas toujours forcément de mots pour expliquer, pour dire ce qu'elle est exactement, non, je recommence. Cette rêverie dont on ne connaît pas forcément toujours le contenu, nous procure effectivement du plaisir. Mais il y a aussi des rêveries qui sont l'invention d'un avenir possible. Nos rêves, quoi. On peut parler de nos rêves d'enfants. On peut parler de tout ça. Tout à l'heure, je discutais et je disais les rêves, c'est important parce que les rêves déterminent aussi nos vies, en effet. Parce que nos rêves d'enfants, on ne les abandonne jamais vraiment. Quand on les abandonne vraiment, il en reste quelque chose en nous qui fera que plus tard, on va y revenir. Ça, c'est garanti sur facture, à mon avis. Et nos rêves d'enfants déterminent donc aussi nos choix. Nos rêves d'enfants déterminent aussi nos projets. Et quand on dit projet, on dit pour exister, il faut avoir des projets. Quand on n'a plus de projets, c'est fini, on est au bout du rouleau, etc., etc. J'ai oui, mais à l'origine de nos projets, ne trouve-t-on pas nos rêves aussi ? Il ne s'agit pas de rêver sa vie, parce que là on devient fou, mais de nous laisser un peu porter, voire pousser par nos rêves qui nous permettent de nous projeter ailleurs que là où nous sommes, de nous projeter et parfois de se transformer en projet, et donc déterminer effectivement un petit peu ce que nous sommes et ce que nous ferons. Si on accepte un petit peu ça en disant ce que je fais, c'est un petit peu ce que je suis quand même. Et, mince, j'ai perdu une articulation. Donc ces rêves qui peuvent se transformer en projets déterminent aussi ce que nous sommes, ils s'enracinent dans notre enfance. Et notre ami, voilà, ça y est, notre ami Épicure, vous savez, la lettre à Ménécée que tout le monde a dû voir au lycée, nous explique là-dedans comment parvenir au bonheur. Et il nous dit, quand on est vieux, malade, souffrant, isolé, solitaire, eh bien, on peut sortir de cet état de souffrance par la réminiscence, en se ressouvenant des moments heureux. Et du coup, on se sent beaucoup mieux.
Alors là, je dis, ok, ça c'est son imagination, c'est bien. Sauf que ce qui me gêne un tout petit peu là-dedans, c'est que je me dis, mais alors du coup, je risque fort de tomber dans la mélancolie. La mélancolie, d'un coup, c'est un peu lourd, quoi. C'est pas exactement ce que j'attends de l'existence. Moi, il me faut encore un peu de plaisir, quand même, quoi. Donc, je me suis dit, Épicure aurait dû dire, il faut continuer à rêver. Il faut continuer à rêver des lendemains possibles. Alors, mon rêve peut m'envoyer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou à demain, suivant mon âge, quoi. N'est-ce pas? Mais que nos lendemains soient toujours rêvés, non pas comme de pure fiction, mais comme ce que l'on aimerait qu'ils soient. Et c'est en les rêvant, ces lendemains, qu'ils vont certainement, que notre réalité du lendemain s'approchera vraisemblablement le plus de ce que nous espérons. Donc, ma chute dont je t'ai parlé hier au téléphone, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave. Ah si, voilà. Je me disais, eh bien finalement, ce qui serait vraiment merveilleux pour nous les humains, ce serait de parvenir à transformer ce sentiment d'isolement que nous pouvons avoir parfois, grâce à cet magnifique objet qu'est notre capacité à rêver, de transformer donc cet isolement, grâce à nos rêves, en solitude. Pas mal, hein? Pas mal, hein, comme sortie. Tu peux nous le redire? Je le refais. Non, mais Dominique, elle aime bien que je le refasse toujours 2 fois. Alors, je le refais. Finalement, on pourrait se dire que, pour parvenir au bonheur, parce que c'est finalement tout ce qu'on espère, hein, ou en tout cas ne pas être dans la douleur, quoi, il faudrait réussir à transformer ces moments d'isolement, qui sont un sentiment, hein, tu vois, où je me sens seule et je souffre de cet isolement, de transformer cela par l'intermédiaire de mes rêves en moments de solitude. C'est rigolo quand même. Enfin, moi j'ai dit c'est joli, au moins on finit, voilà. On a lu des trucs, tu dis ah quand même c'est lourd, ah bah oui c'est chaud, mais finalement, voilà. Alors j'ai bouclé du coup le lien entre isolement, rêve et solitude, ça c'est fait. Et donc maintenant c'est un peu à vous, parce que mon exercice... Attendez, je vérifie juste que je n'ai pas oublié, mais si j'oublie c'est pas grave, dans la discussion ça va me revenir peut-être. Donc voilà, maintenant j'attends, nous attendons tous vos je m'en doutais. Je n'ai pas tout à fait la même vision, parce que tu as isolé l'isolement, c'est le cas de dire, de la solitude. Oui. Et moi, je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires et non pas dissociés. D'accord. C'est-à-dire que pour bénéficier bien de sa solitude, on a parfois besoin d'isolement, parce que l'isolement volontaire, j'entends, je suis d'accord que l'isolement du SDF qui est subi, c'est différent. Mais on a parfois besoin d'isolement volontaire pour s'extraire des mini-agressivités du fait de vivre en commun, tout simplement, sans chercher le mal, qui va permettre d'accéder à une certaine qualité de la solitude. Et cette qualité de la solitude va permettre, en s'examinant soi-même, comme tu as dit tout à l'heure, en essayant de trouver des solutions à des moments où on n'était pas d'accord avec nous-mêmes, où on se sent mal à l'aise, on va s'élever le débat intérieur. Et c'est cette élévation du débat intérieur qui va permettre la rêverie. Parce que c'est un rêve conscient. Ah, c'est joli ça aussi. Sauf que je reprends juste le début. Pour moi, l'isolement solitaire, volontaire, c'est la solitude. Tu vois? L'isolement solitaire. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Ben, si tu veux, tu peux réussir, si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu entends par isolement? Isolement, il faut être tout seul dans une pièce? Non, l'isolement, c'est prendre volontairement, enfin pour moi, je parle toujours d'isolement volontaire. Donc, pour moi, c'est la solitude, tu vois. Pour moi, non. Alors, qu'est-ce que serait que l'isolement involontaire? Tu l'appelles comment? Pour moi, peut être une condition pour accéder à une qualité de solitude. D'accord, donc tu établirais des degrés. On peut pas être seul dans...
comment dirais-je, quand il y a du bruit, mais du bruit aussi bien intellectuel... Ah, mais il y a des gens qui y arrivent, hein. Voilà. Il y en a qui y arrivent. Mon mari arrive à être très solitaire, même des fois on est en train de manger, on discute le coup, et d'un coup, il est parti dans sa bulle. Je fais « Allô, tu es avec moi ?» Non, il est en train de repenser à une discussion qu'on a eue 3 jours avant, il remet des choses en question. Très solitaire, mais on est tous ensemble. D'accord, mais je ne pense pas qu'on puisse accéder à la qualité de rêverie si on n'a pas avant cette... Enfin bon, c'est mon sentiment. Alors, on va dire, alors, pour repréciser cette distinction qui n'est pas simple, hein, on le voit bien, hein, chez Schopenhauer, il prend un mot ou un autre et c'est la même. Hein. Bon. Alors on peut dire que peut-être la solitude, c'est le moment où je dialogue avec moi-même. Et que l'isolement, c'est le moment où je suis renvoyée à moi-même et j'en souffre. Je pense qu'on peut associer l'isolement à la souffrance. Tu me diras, quand je suis mal à l'aise avec moi-même, et que je fais un travail d'introspection ou de questionnement, où je dialogue donc avec moi-même, ça peut être désagréable. Mais c'est une souffrance... Ben oui, quand tu n'es pas d'accord avec ce que tu as fait, tout ça, tu te remets en question, des fois tu te dis, toi je ne t'aime pas. Je t'aime bien quand même, mais je ne t'aime pas beaucoup là, quand tu es comme ça. Tu vois, non, hein, non, hein, je le savais. Ce n'est pas forcément une souffrance, je ne suis pas d'accord. Alors comment tu distingues les deux ? C'est ça le problème. Comment vas-tu distinguer la solitude de l'isolement ? Alors, l'isolement, c'est le besoin de s'extraire du regard de l'autre, en quelque sorte. Ça, c'est le besoin de solitude. Non. Ça va permettre débarrasser du bruit ambiant. Ouais, c'est de la sémantique. Il faudrait en faire un peu. De se retrouver là, en effet, seul. Et donc là, va commencer la solitude. Peut-être. Vas-y. Vas-y. Si tu veux, je peux te donner un micro. Hein, si... Parce que devant, non, ils ne t'entendent pas, les gens. Donne. Vas-y, donne. Vas-y. Alors, par rapport à la solitude, donc, qui, d'après ce que tu as dit, est quelque chose qui est toujours, on va dire, finalement ressourçant et positif et qui permet de se rencontrer soi-même, moi, je voudrais introduire une nuance supplémentaire qui est la solitude existentielle. Et là, tu n'y peux rien, tu es tout seul dans ta peau, et ça peut être une souffrance. C'est-à-dire que, enfin, moi je ne parle pas de philosophie ni quoi que ce soit, je parle de, et pour moi ce n'est pas de l'isolement, c'est la condition même humaine qui fait que tu es seul. Voilà. Ça s'appelle aussi, ça, la solitude existentielle. Quoi que tu fasses, tu es seul dans ta peau. Et tu peux effectivement, avec la rencontre d'autrui, tu peux vouloir te rencontrer toi-même, et c'est une solitude pleine à ce moment-là, qui te permet de dialoguer avec toi-même, mais de toute façon, tu es réduit à ton propre... si tu veux, voilà, moi aussi je me fonde sur des expériences particulières de fin de vie, hein, où tu es là en accompagnant de quelqu'un qui t'est cher, et de toute façon, tu ressens le fait que tu es, même si tu es là, tu es dans ton enveloppe corporelle et tu es seul, tu ne sais pas ce qui se passe, ça t'échappe complètement, et l'autre, il est aussi seul, et tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a une séparation totale des consciences, des individus, il faut accepter ça, c'est la condition humaine. Alors ça, c'est une première chose, puis tout ce que tu as dit, ça m'a fait penser également à quelque chose que j'ai vu l'autre jour, sur, je ne sais quoi, je ne sais quoi, par rapport à nos anciens dont tu parlais. Il y avait un reportage fait en Angleterre où il y avait des vieux qui témoignaient, enfin des vieux, voilà, oui des vieux. Les anciens qui témoignaient en disant que de toute la journée, parfois ils n'entendaient pas une voix humaine, la seule voix qu'ils entendaient c'était la télévision et la seule personne, le seul être qu'ils voyaient c'était leur chat. Et donc, il y a une chose absolument horrible, de mon point de vue, c'est qu'en Angleterre, ils ont créé un ministère de la solitude. Un ministère de la solitude, justement, pour rompre l'isolement, mais qui amène à une solitude, justement, tragique, on va dire, un sentiment de solitude tragique,
des individus. Et pour moi, c'est un isolement qui mène à ce sentiment de solitude, tu vois. Et la solitude, à ce moment-là, ils ne rencontrent rien du tout. Et c'est plus que de l'isolement, puisqu'ils ont créé un ministère de la solitude. Il y a aussi le fait qu'au Japon, on paye les enfants, non pas au Japon, en Chine, on paye les enfants pour aller voir leurs parents dans les maisons de retraite. Alors, voilà, bon, alors c'est tout emmêlé. Oui, oui. C'est pas bien, c'est pas construit. Alors, j'ai envie... Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai adoré la première proposition. Tu as dit solitude existentielle, je crois. Hein? Alors moi, comment dire? Peut-être je suis un peu illuminée, je ne sais pas. Hein? Mais je me dis très objectivement, ce que nous sommes, c'est une superposition d'expériences, de rencontres, d'échanges qui fabriquent ce que nous sommes. Certes, nous avons cette enveloppe corporelle qui semble nous empêcher de sortir de nous-mêmes. Non, notre pensée sort quotidiennement, en permanence de nous-mêmes. Nous nous exprimons et je me projette ailleurs et je rencontre des tas de gens dans cette projection. Être renvoyé à soi, c'est savoir à quoi je suis renvoyé. Quand je pense à moi-même, je me dis, mais d'abord qui suis-je? Mais je suis toute une histoire en fait. Et donc cette solitude existentielle, cette condition humaine qui fait que tu es toujours seul avec toi, et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée. Parce que justement, excusez-moi, j'en parle beaucoup, mais comme j'étais en contact avec lui là pendant quelques jours, maintenant ça va mieux, mais on a beaucoup discuté au-delà de sa disparition, mon père m'a dit quand j'étais jeune, de toute façon tu seras toujours seul avec toi-même, donc ne fais confiance à personne. Bataille, vas-y. Alors tu as déjà ça dans ton sac à dos, c'est cool, ça va bien se passer, tout ça. Bon. Et puis, nous enterrons notre père et tout ça. J'étais avec mon frère, mon petit frère très grand, mais c'est mon petit frère. Et il me dit, tu vois, je crois que papa ne va pas me manquer. J'ai dit, c'est bizarre, moi non plus, je crois qu'il ne va pas me manquer. Il me dit, tu sais pourquoi? Je lui dis, non. Il me dit, ben parce que moi, je le sens en moi. Et je me suis dit, putain, ça c'est marrant. Et j'ai croisé Delphine hier, en promenant, et elle a dit, ça va, c'est pas trop dur. Je dis, mais l'état dans lequel on est bizarre, mais j'ai effectivement l'impression, j'y pense pas, je me dis pas, ah mon papa ceci, ah mon papa cela, puis il m'a dit ça, puis il a fait ci, puis tata. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Mais il y a une présence permanente qui est là. Et je me dis, donc, personnellement, je ne crois pas en Dieu, je ne pense pas en la vie éternelle. Mon père était un anarchiste, athée, anticlérical, tout ce qu'on veut, enfin bref, voilà. Donc il n'y a pas du tout de dimension religieuse ou de croyance derrière ça, il y a vraiment du sentiment, du ressenti. Un ressenti qui, vraisemblablement, renvoie à du vécu. Puisque nos parents, nos amis, même nos ennemis, ont fabriqué ce que nous sommes. Donc, on ne peut pas dire, c'est pas juste mon enveloppe comme ça qui fait que je suis étrangère à tous. Attends, je continue parce que tu avais 3 points. Donc ça, c'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser. Maintenant, ça peut paraître un peu étrange, quoi. Mais on a des sentiments. Et ce sont des choses, moi ça m'est arrivé quand j'étais jeune, en lisant, comment il s'appelait déjà? Henri Miller. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, on habitait à Montparnasse, tout ça, donc Henri Miller, évidemment, j'ai tout mangé vite fait, tout lu, et j'avais l'impression qu'il se promenait avec moi de la même manière. C'est rigolo, ça aussi, alors qu'il avait déjà disparu. Bref, donc ça. Deuxième point, c'était les anciens qui n'entendent pas la voix de l'autre. J'ai presque envie de dire, et là, il faudrait faire un petit coucou à Lévinas, c'est pas ça? Il n'y avait que la télévision et le chat. Ça, c'était la fin. Ah non, oui, le ministère de la solitude. Voilà. Ils avaient constaté qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement isolés, voilà. qui n'arrivaient pas à créer les liens pour aller vers l'extérieur, et qui de toute façon... Par peur, hein, parce que je pense... Oui. Je pense aussi quand on vieillit, on est diminué et on devient craintif. Parce que tout devient
peut-être un problème possible. Une marche qu'on rate, quelqu'un qui te bouscule, tu es fragile dans ton corps, quoi. Hein, et donc ça peut faire que tu te retires plus facilement. Mais il y a des tas de choses. Alors en Angleterre, ils mettent le ministère de la solitude, très bien. Nous ici, dans beaucoup d'endroits, beaucoup plus que ce qu'on ne croit, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce tissu associatif qui fait des choses quand même extraordinaires, où on emmène des classes, et puis là, bon, et au-delà des associations même, on emmène des classes d'enfants dans les maisons de retraite. Et ils vont passer un moment avec les anciens, quoi. Ce sont des expériences qui se font à Nemours, hein, pas dans toutes les maisons de retraite, mais dans les plus récentes, ils font ce genre d'expérience. Alors ça tombe bien, parce que la dernière qui a été ouverte, et le fond du parc est collé à une école primaire, alors c'est carrément facile. Donc il y a cette rencontre qui se provoque, parce que c'est heureux, ça devient... Il y a quand même une forme de prise de conscience, dire nos anciens, on ne peut pas... les laisser comme ça, et en même temps, on n'a plus du tout les moyens de les garder chez nous non plus. Parce que tout le monde travaille, parce que il y a des tas de paramètres qui sont problématiques, hein, et qui ont produit ce genre de lieu. Et enfin, la Chine, qui paye les enfants... Comment ? Voilà. Il faut que l'État prenne en charge les choses, puisque au niveau des communautés, il n'y a plus grand-chose qui se fait spontanément. Mais l'État n'a pas à prendre ça en charge. Je pense qu'il faut au contraire... Mais c'était pour te dire que ça m'a choqué. Oui, bien sûr. Les gens soient à ce point seuls, les anciens en Chine par exemple et en Angleterre, pour que l'État prenne en charge ça, pour créer un ministère de la solitude, où si tu veux, moi je t'ai mis sur Facebook, etc. J'avais mis solitaire de tous les pays, unissez-vous, usez, plantez des graines, échangez le savoir, allez raconter des histoires aux enfants, apprenez à tricoter. Mais voilà, mais ça c'est un rêve merveilleux qui va contre la solitude, voilà. Contre l'isolement. Oui, pardon. Simplement, est-ce que je peux essayer de préciser ce que je voulais dire par solitude existentielle ? Effectivement, on porte avec nous, moi, les parents, ils vivent en moi, et c'est quelque part, ils ne sont pas morts. Dans les faits, ils sont morts, bon, moi non plus, je ne crois pas à des trucs, des machins, etc. Et je me souviens qu'effectivement, ce sentiment de solitude, c'est-à-dire que tu es réduit à toi-même, et bien sûr que tu portes tout ça. Mais pour l'autre qui a disparu, tu n'existes plus. Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience de ça quand tu n'es pas croyant, hein? C'est parce qu'à cette époque-là, moi je parle de la mort de ma mère, hein, puisque voilà, on est dans c'est le sujet un petit peu qui fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mon fils avait 5 ans. Et il m'a dit, comme ton frère, je crois que grand-mère ne manquera pas, j'ai pas de chagrin. Bon. Je dis, bah, c'est normal, tu sais, voilà. Et à un moment donné, j'avais mis une robe de chambre de ma mère, il a senti l'odeur de ma mère, parce qu'elle n'avait pas été lavée, il a dit, maman, ça y est, le chagrin, il est là, je sais ce que c'est que la mort, hein. Et il m'a dit, moi, ce qui me fait de la peine, et qui fait que je me sens seule, c'est que moi, je sais que j'ai aimé grand-mère, mais elle, est-ce qu'elle existe encore quelque part pour se souvenir de moi ? Voilà, c'est ça la solitude que je voulais exprimer. Ah oui, je sais pas, on part sur... Sur autre chose. Et puis moi j'ajoute juste, quand on dit « il ne me manquera pas », ça ne veut pas dire que le chagrin n'existe pas, hein. Ça non, hein, ça ne veut pas dire ça du tout. Oui. Le sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une communication qui n'est plus possible. Bien sûr, l'autre existe en moi, mais moi je n'existe plus pour l'autre. Quand je ne suis pas croyante, je ne pense pas qu'il est là-haut. Il y a des choses qui sont étonnantes. Ouais. Ma grand-mère fut aussi certes directrice d'école normale, mais professeure de philosophie. Comme, quand je dis qu'on est tissé par notre histoire, franchement, il n'y a pas beaucoup de hasard non plus, hein. Quelquefois, je discute avec ma grand-mère parce que j'ai récupéré ses cours de philo manuscrits, qui sont d'un niveau, je peux vous assurer, à l'époque, c'est pas ce qu'on fait tout à fait aujourd'hui, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave, on s'adapte à des sociétés qui changent aussi. Il faut que ça aille plus vite, que ça soit plus direct, etc., etc. Et bien, quand je relis ces cours de philo, c'est une discussion qui s'installe. Parce que parfois, elle fait des propositions, je ne suis pas d'accord, etc., etc., et je réécris des choses, et etc. Voilà, c'est une discussion. Moi, je ne cesse de discuter avec des gens comme Kant, quoi qu'en ce moment, il me fatigue un peu. Mais bon. Mais tout le monde le fait. La conscience est là. Mais quand tu penses qu'il n'y a
de l'autre après, du fait qu'il n'a plus cette complexe, qu'il n'est plus... C'est pas un problème, ça. Moi, je me suis dit que... Mais c'est pas un problème ici, mais pour moi, c'est un problème. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ma mère existe encore quelque part, sous une forme de conscience, qui peut... Dans la tienne, puis c'est tout. Non, ça ne suffit pas, parce que ça, c'est moi. Je suis centrée sur moi. Mais Oui. si le regard de l'autre est important. Justement, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est qu'on est enfermé dans cette enveloppe. La communication, c'est moi qui l'établis, mais est-ce qu'il existe quelque part quelque chose de ma mère sous forme de conscience qui peut se souvenir de moi? Et elle est là, la solitude pour moi. Elle Ah ouais. est là. Et Ah ouais. Tu renverses complètement, en fait, le rapport. C'est une question tragique humaine. C'est ça que je te parle de la solitude. C'est ça Oui. pour moi la vraie solitude. C'est la frustration de l'ego. Voilà. Et tu y es confronté. Parce que toi, bien sûr qu'elle existe en moi, etc. Et elle vit. Mais elle, est-ce qu'elle existe quelque part sous la forme de conscience qui se souvient de moi? Et ça, c'est pour moi, c'est D'accord. Je crois que Monique a envie de s'exprimer, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut que tu te lèves parce qu'il faut qu'ils t'entendent. Non, juste une petite remarque, c'est que Hannah Arendt distingue, enfin, si je peux intervenir dans le débat, la solitude et le sentiment de solitude. Oui, Et absolument. pour elle, la solitude est quelque chose de positif, c'est ce que tu viens d'expliquer magnifiquement. Tu as clarifié le terme, c'est superbe. Et le sentiment de solitude pour elle est quelque chose de négatif et pourrait référer D'accord. à ce que cette personne dit. Et, Oui. et elle distingue solitude, sentiment de solitude et isolement. Ah, il faudra reprendre ce texte-là que je ne connais pas. Donc c'était Oui, une remarque. oui, oui. Sur Internet, je l'ai regardé ce matin. Tu l'as lu ce matin? Ouais. Ah oui. Vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Revenir un petit peu à l'enfance. Faut peut-être se lever pour que tous on s'entende. Je veux revenir à ce qui a été évoqué sur les enfants, Ah oui. qu'il faut laisser, enfin, il recommander de les laisser à leur solitude lorsqu'ils le manifestent de manière explicite ou pas. Et évoquer un livre que je suis en train de lire, que peut-être plusieurs d'entre vous lisent, c'est le livre de Paul Auster, 4-3-2-1. Et il décrit de l'intérieur, c'est-à-dire des enfants, ce besoin de solitude qui leur permet de se construire. C'est une œuvre d'imagination, bien entendu, parce qu'il n'est plus un enfant, il l'est plus depuis longtemps, mais il raconte comment ils se séparent de leurs parents Oui, c'est ça. pour devenir ce qu'ils sont. Moi, je dois dire, je suis ébloui par cette chose et je recommande cette lecture. Voilà, c'était juste un petit témoignage. C'est bien, c'est bien. Lui, il est d'accord aussi. Mais après, il y a d'autres choses dont il parle. Je ne suis pas en harmonie. Donc bon, on ne peut pas être en harmonie avec tout. Oui. Je m'attendais à ce que vous parliez des moines, des moniales et des mystiques. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là dans la solitude ou l'isolement, enfin, par les mots? Et est-ce que quel parallèle peut-on faire entre le rêve et la spiritualité? Ouataï. Rien que ça, donc comme ça. Vous avez 2 heures. Merci. Alors sur la première question, donc les monastères, les moines, les retraites, etc., etc. Franchement, je proclame mon incompétence à répondre. Vas-y. C'est que les renonçants existent dans toutes les religions. Oui, Or, l'être humain est un animal social quand même, oui, mais ces personnes qui s'isolent, qui s'excluent pour des raisons ou autres, existent oui, dans toutes les religions. oui. Personne qui travaille sur ces Dans toutes les questions. religions, Oui. dans toutes les sociétés. Oui, c'est ça. Et dans toutes les sociétés. Oui, oui. C'est un phénomène qui m'intrigue énormément et que je ne comprends pas. Enfin, que je ne comprends pas, non pas je dise mais il faut être complètement fou pour faire ça, c'est pas ça. C'est que je n'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un qui ferait ce choix. Donc, j'ai du mal à le comprendre, tout simplement. Mais les personnes isolées qui partent sur l'Everest, qui partent dans Ah, je pense que ça, c'est une autre expérience. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est une autre expérience. Ça, c'est à notre toute petite échelle, quand on part marcher seul.
pour redonner de la respiration à notre existence, même si c'est dans la forêt de Fontainebleau. Je pense que quand on a la chance de pouvoir le faire pour la traversée du désert ou l'Everest ou que sais-je, ça c'est une espèce d'enrichissement et de source qu'on va chercher et qui nous aide à continuer et à grandir aussi, quoi. Ce sont des expériences, ça aussi. Tu me diras que le renoncement peut être aussi vécu comme une expérience, quoi. Si vous interrogez un moine ou un mystique en général, il ne va pas vous dire que c'est pour rien. C'est justement, il a une quête personnelle. Oui. C'est pour ça que les questions que je vous ai posées, Oui. in fine, Mais je ne sais pas quelle est cette quête, justement. Et il y a des tas de gens, mais il y a des créateurs. Je pense à un mec comme Christian Bobin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est ce monsieur. Bon, c'est un des grands écrivains de notre époque. Ah oui, d'accord, ok, pardon. C'est un mystique, il est tout le temps chez lui, il sort jamais pratiquement. Il a écrit une soixantaine de bouquins quand même. Oui. Voilà, et il n'est pas croyant en plus. Hein. Oui, ce sont des choix qui m'échappent complètement. Il n'est pas croyant. Mais ça, c'est parce que j'ai un esprit très étriqué en même temps, hein, parce que moi, je suis toujours dans le partage et tout ça, donc il y a des choses que je ne parviens pas à comprendre, c'est tout. J'ai une limite intellectuelle aussi, hein, je suis pas... Ils rêvent, ces gens-là, je pense. Je ne sais pas si c'est... Peut-être. En tout cas, il se crée un monde. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas me prononcer. D'abord parce que j'ai peu lu là-dessus et que j'en suis au stade du novice qui est intrigué par des expériences de vie comme ça qui sont tellement, qui me sont tellement étrangères par rapport donc à ma culture ou à ma... Pour moi, c'est les gars les plus malins. Parce que ils ont une paix royale pendant toute leur existence. Ils n'ont plus aucun des emmerdements qu'on a tous avec nos familles, nos maisons, nos bagnoles. Bravo les gars. Oui, mais... Des super fonctionnaires. Oui, mais est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est... Ils ont des copines. Qu'est-ce que vous croyez Regarde. Ils ont des copines. Ne casse pas l'image, s'il te plaît. Oh. Vas-y. Quand ils ont pêché, c'est les meilleurs. Vas-y. Attends, chut, vas-y. Je trouve que l'exemple est bon, mais qui correspond tout à fait à ce que vous avez dit ce matin. C'est parce que on est juste un statisticien, il dirait que vous êtes simplement sur la frange de la gaussienne et que vous avez quelqu'un qui a besoin de plus de solitude, donc d'un isolement supérieur pour arriver à une quête du rêve ou de la foi qui vise. Hein. Mais on est quand même bien dans ce mécanisme-là, à mon sens. Peut-être, oui. Oui, alors moi je peux donner simplement la réponse que j'ai eue par des moines aussi bien en Inde qu'en France. Je ne parle pas des gens qui s'isolent complètement, hein, je parle des gens qui vivent en communauté de moines. On est dans un domaine spirituel où ils considèrent que la prière a vraiment une force et ils s'extraient effectivement de tout ce qui nous affecte pour avoir une force de prière à octroyer aux autres qui est cette force sur l'humanité. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue en Inde, c'est la même que j'ai eue en France. D'accord. Donc, alors, si je comprends bien, la prière est source de force, produit une forme de force, qu'on peut aussi trouver d'une autre manière, en fait. On peut peut-être trouver d'une autre manière, mais eux estiment que cette force-là, elle est nécessaire à l'humanité en règle. Est-ce que cette force-là n'aurait pas la particularité, tu vas me dire ce que tu en penses, d'être en fait complètement désintéressée ou déconnectée de notre réalité humaine ? Ils ne sont pas complètement déconnectés. Attends, ce que je veux dire, non, la nature de cette force, la nature de cette force, hein, pas la déconnexion effectivement, la nature de cette force, est-ce que sa particularité ne serait pas justement d'être au-delà ou en deçà, je ne sais pas, de la condition humaine justement. Tu vois ? Voilà. Oui ? Deuxième question sur celui-là, c'est la question du mystique par laquelle je rebondis. Effectivement, est-ce que c'est pas justement, ce n'est plus un dialogue avec soi-même, c'est un dialogue c'est une sortie de soi-même en quelque sorte pour moi. Hein. L'expérience extatique, c'est une sortie de soi-même. Voilà. Bon. C'est donc c'est un peu en dehors de ce que vous avez évoqué là, par rapport
à cette solitude qui est un dialogue avec soi-même. Voilà, premier point. Le deuxième, je voudrais intervenir sur le problème d'aujourd'hui, le problème de l'isolement ou de la solitude, qui est le problème de la robotique, par exemple. Hein. Donc je prends les exemples, je connais un petit peu, au Japon. Donc vous avez des maisons de retraite aujourd'hui qui sont équipées de petits robots, qui sont des poupées, etc. Et qui vont avoir un dialogue avec la personne. Donc je sais que, comme ça coûte relativement cher, ils n'ont pas une poupée pour tout le monde. Et je sais que quand ils sont ils se battent chaque soir pour avoir la poupée avec qui ils vont pouvoir dialoguer. On parle de robots, hein. Un petit robot qui est capable de répondre à vos affaires, qui est capable de vous répondre comme une personne. Hein. Et donc je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, à cette façon de rompre, l'isolement ou la solitude. Ça, c'est fabuleux parce que si je repense tout à l'heure à Merleau-Ponty qu'on évoquait et qui dit « j'ai besoin du regard de l'autre pour être reconnu comme humain », si d'un coup j'ai des machines... Ces machines ressemblent les humains. Eh bien oui. C'est pire. Mais je ne sais pas, moi, est-ce que j'en ai fait l'expérience? Moi, je voudrais me retrouver avec un robot qui serait un humain, enfin un truc comme ça, qui jouerait un rôle d'humain pour savoir ce que ça va me faire, quoi. On rentre peut-être dans un monde complètement fou, quoi. Attends. Alors, on ne sait pas. En tout cas, et les expériences disent « Allô, il est parti. Allô. Donc ça, les expériences sont faites et les conclusions sont constatées. Je disais que dans cette expérience, dans les maisons de retraite, on va dire pour faire vite, le fait d'introduire des humanoïdes, on peut appeler ça comme ça fonctionne. Ou ça semble fonctionner. C'est la réponse que donnent les maisons de retraite japonaises, puisqu'il y a un problème de démographie et qu'il y a une quantité importante de vieux et qu'il n'y a pas assez d'enfants pour pouvoir les prendre en charge. Ce pragmatisme. Oui, c'est le pragmatisme. Etc. Et les robots au Japon sont humanoïdes pour des raisons historiques, mais chez nous, les robots sont déjà là. Nous dialoguons déjà avec des robots quand vous allez à la banque, quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes chez vous. Quand on appelle et qu'on veut avoir un service. Les robots sont là, il suffit de leur donner une forme humaine. Ils sont là depuis le début du 19e siècle et les métiers à tisser jacquard. Et moi je me demande si le problème et la difficulté n'est pas que la philosophie pense souvent, pas toujours, mais l'individu, le moi. Le moi, alors que nous devrions penser le nous. Et le nous sommes dans une société où certains prônent le progrès, ces questions de maisons de retraite et de robots qui vont aider les personnes âgées à boire leur café ou à avoir leur jus d'orange, on les entend sur les radios françaises, avec une promotion du progrès, et la notion de progrès pourrait faire l'objet d'une prochaine séance. Absolument, oui. Il s'agit de robots de service, il s'agit de robots qui remplacent une personne, la dame de compagnie, ou la personne de compagnie, ou l'enfant de compagnie, ou l'animal de compagnie. Mais on y est déjà dans les banques. Ah oui. Non, mais il n'y a que et pourtant. Mais il ne sourit pas quand je fais une plaisanterie quand même. S'il vous plaît, vous allez rester discipliné jusqu'au bout, s'il vous plaît. Hein. Une seconde, Laurence. Vas-y. Je voulais juste évoquer quand même les réseaux sociaux, voilà, qui sont une pseudo-perte de solitude, mais qui renvoient à une solitude, et les personnes qui les utilisent beaucoup disent qu'elles renvoient à un isolement. Ces réseaux renvoient à des formes d'isolement qu'il conviendrait, je pense, d'analyser et de discuter. On ne peut pas passer à côté de ça aujourd'hui. Oui. Et la notion de progrès. On a, je crois, un rendez-vous autour de ces problèmes que nous arrive-t-il avec les robots. Je crois qu'on a ça dans notre programme cette année, il me semble. Monsieur Renard, je vous en prie. Oui, non, ma question c'est, est-ce que dans la vraie vie... Mais on est dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, est-ce que les autres ne sont pas des robots perfectionnés?
Toi, tu as envie de t'amuser aujourd'hui, hein? Ce n'est pas que faux. Dans l'intelligence artificielle, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du service, alors qui est plus ou moins abouti à travers des robots qui vont permettre à quelqu'un qui a une mobilité réduite d'aller chercher des objets ou des choses comme ça. On est dans le service. Donc là, il y a un certain confort au niveau de la personne qui bénéficie de ça, il y a un certain confort. Mais au niveau de l'affect, je crois qu'il y aura un deuxième stade dans l'intelligence artificielle qui va être que lorsque le robot sera capable de notions de souffrance ou de bonheur, le rapport de la personne avec le robot va se rapprocher à ce moment-là de l'humain. Parce que l'influence qu'on va avoir sur la machine va se traduire un petit peu de la même façon que l'interface qu'on a avec un autre humain. Et là, il y aura un véritable progrès, on n'en est pas là. Et je crois que ça, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Tu me fais flipper là d'un coup. Oui. Attends. Il faut que tu parles beaucoup plus fort. Vas-y, lève-toi et vas-y. Bah si, sinon on n'entend pas. Vas-y. Tu veux un micro sinon? Non. À un moment donné, tu as parlé de rêverie et que les élèves partaient, tu expliquais un truc. Et en fait, je me demande quelle serait la différence entre... Enfin, comment on peut savoir si c'est de la rêverie ou un manque de concentration? Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux, Alors, pour moi, alors c'est très difficile. Je ne suis pas neurologue ou que sais-je. Hein. Donc, il y a deux choses. Il y a ce moment de rêverie qui me semble être un moment positif en même temps, comme un moment où j'ai besoin de me recharger, quelque chose se passe en tout cas, qui fait que je déconnecte et je suis comme en suspens comme ça. Et puis, tu parlais, si tu veux, après, d'une difficulté de concentration. Ça, c'est un autre problème avec nos nouvelles générations, parce qu'ils ont des capacités de concentration courtes, des temps de concentration courts. Et il faut... Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai, hein, à travers ceux que je vois qui ont des 17-18 ans, quoi. Il faut changer souvent ce qu'on fait, ce qu'on raconte, sa tonalité, son agitation, pour les rappeler. Parce que toutes les 2 minutes, paf, ils sont capables de regarder leur téléphone portable, de faire d'autres choses. Et c'est pas de la rêverie, ça. Donc la rêverie, à mon avis, c'est pas c'est une espèce de petite déconnexion, qui est, je pense, hein, agréable, parce que tu vas flotter un peu comme ça. Mais je leur demande, hein, des fois, je dis, t'étais en train de rêver, en train de rêver à quoi? Je sais pas. Tu pensais à quoi? Je sais pas si je pensais. Et j'ai dit, c'était bien de flotter comme ça? Ben oui. Voilà. Alors que la difficulté d'être concentré pendant 45 minutes ou 55 minutes de cours, ça c'est vraiment, pour y parvenir, il faut absolument qu'ils soient acteurs aussi de ces fameux espaces, parce que des élèves maintenant qui restent assis et qui peuvent avaler, je ne parle pas des classes prépa et tout ça, hein, je parle des classes de lycée classiques, enfin des petits lycées de par chez nous, quoi. Ça, c'est juste une configuration, à mon sens, qui est terminée. Et s'imaginer qu'on peut y retourner, je pense, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, etc., que c'est une erreur. Que le professeur qui croit qu'il peut encore s'asseoir derrière un bureau et déblatérer son truc, à mon avis, il faut qu'il refasse une formation en pédagogie. C'est dur, j'espère qu'il n'y a pas trop de profs dans la salle. Hein. Mais c'est important parce qu'il est indispensable, puisque nous sommes dans l'échange véritablement, d'identifier et de comprendre, dans la mesure du possible, notre public, les élèves, vous êtes un public avec certaines exigences, avec certaines attentes, avec certaines impatiences aussi. Et bien les jeunes qui sont dans le rôle de l'élève, ben c'est pareil. Ils ont une certaine... Ils ne le savent pas toujours, hein, mais ils ont aussi des attentes, des exigences, etc. Eh bien, il faut répondre à ces attentes et ces exigences. Et c'est, pour moi, le boulot de ce qu'on appelle des profs, quoi. C'est-à-dire, OK, vous avez besoin... Alors, prof de philo, c'est top.
parce que il vous faut absolument apprendre à penser par vous-même. Prenez du recul par rapport à tout ce qu'on vous met dans le crâne. Ayez le courage d'avoir vos idées, et pas seulement des opinions que vous répétez parce que les parents ou la télé l'ont dit, enfin tout ça. Quand vous dites ça aux jeunes, déjà, ils se disent « What the, elle est bizarre, cette femme-là. » Ok, mais c'est ça que tu viens. Et je leur dis, vous êtes là pour ça. Comprenez-le, pour ça. Et là, je récupère. Il ne faudrait pas que je raconte des histoires comme ça, mais on s'en fout, on ne sait pas où j'enseigne, alors c'est pas grave. J'ai récupéré 2 classes, alors, je suis un peu chargée du coup, 2 classes d'un jeune collègue stagiaire qui est parti en congé parental. Là, fin décembre, plouf, il disparaît. Nous sommes en France, tout va très bien, pas de remplaçant. Ok. Heureusement, Mme Césarini est là, elle dit on ne peut pas planter 2 classes de TS sans prof de philo, c'est juste pas possible. D'accord. Bon. Alors je dis ok, je les prends. Et alors, là, je fais mes premiers cours avec eux, donc j'ai commencé très récemment, et ils me disent mais madame, nous c'est pas ça là. Nous, il nous faut les thèses des auteurs, vous voyez, parce que quand on fait une dissertation, il faut la thèse d'un auteur, une autre thèse d'un autre auteur, et une 3e thèse d'un 3e auteur, pour répondre à la question. Mais de quoi vous me parlez? Mais de quoi vous me parlez, quoi? Donc, on leur apprend à faire des catalogues, exactement comme on fait dans les autres matières, des catalogues de connaissances. C'est philosophé, ça? C'est philosophé, ça? Ça, c'est pas... C'est un débat. C'est un débat, exactement. C'est un débat. Pour moi, ça n'est pas une initiation à la philosophie. C'est faire un peu d'histoire de philo avec eux, puis leur dire, bah, vous prenez votre truc et vous débrouillez avec ça. Oui, et ça donne des réflexions qui sont... voilà. Oui, et c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, pourquoi je dis ça, moi? Je sais même plus. Le problème de la concentration, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est pas la même chose. La rêverie n'est pas... Alors, ça peut être aussi une fuite. Oui. D'un seul coup, tu fais un truc et tu pars. Oui. Et tu reviens, mais c'est pas de la rêverie. C'est tu t'aperçois que d'un seul coup, tu t'es déconnecté. Oui. Alors que la rêverie, je pense que tu t'en aperçois pas forcément. Voilà, tu es ailleurs, mais c'est pour ça que je voulais voir... Je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas, hein. Moi franchement, je ne sais pas. Mais par exemple, on peut prendre des exemples plus proches de nous. Lorsqu'on conduit, il y a des moments, tout à coup, on se dit « Ah mince, je suis déjà arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Où étais-tu ?» Est-ce que c'est de la rêverie ou c'est un manque de concentration? C'est ça que... Moi, je crois que là, oui, quelque part, quelque chose se passe. Il ne faut pas croire qu'on maîtrise absolument toute notre pensée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on ne maîtrise pas toute notre pensée. On ne pense jamais seul, ça c'est juste impossible. Je veux dire, même quand on est seul avec soi-même, on a plein de choses qui alimentent notre pensée, donc on ne pense jamais seul. Et de surcroît, on ne maîtrise pas notre pensée. J'en suis, comment dirais-je, intimement convaincue. Il faudrait après le développer pour le montrer, quoi. Qui ne s'est pas réveillé le matin avec une idée en tête qui sort de nulle part, où on a le sentiment qu'elle sort de nulle part? Ça travaille en permanence, parfois même à notre insu. Quelquefois, quand on écrit, l'écriture, c'est quelque chose de fabuleux. Vous écrivez et quelquefois, on peut se dire « je ne sais pas ce que j'écris en fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu vas? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. » Les artistes, c'est pareil. C'est pour ça que je pense que la philosophie et l'art, c'est la même veine. On cherche quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et la pensée se construit néanmoins. Et parfois, elle nous échappe. C'est extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Et en réalisant ce genre de choses, on s'est dit, trop belle la vie, quoi. Donc, je ne sais pas si vous en êtes... Pardon? Quelle Les santé. robots ne savent pas faire ça. Et les robots ne savent pas faire ça. Quelle santé. Je voulais faire profiter un peu d'un documentaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui. Et c'est une jeune autiste. Parle plus fort, oui. C'est une jeune autiste qui s'appelle Babouyek, enfin, c'est son nom d'artiste. Et son nom c'est Hélène Nicolas. Et en fait, sa maman l'a beaucoup accompagnée et elle a découvert qu'avec un jeu d'écriture de lettres en carton, elle serait capable de communiquer. Et je sais pas, je peux vous lire rapidement un petit passage qu'elle a écrit. Je suis Babouyek, très déclaré sans parole, seul enfermé dans l'alcôve systémique,
nourricière souterraine de la lassitude du silence. Oh, attendez, j'arrive plus à déplacer mon écran. Dis donc, c'est déjà très élaboré. Hein. Elle a quel âge? Tu sais, Et c'est bon, tout un maintenant, courant elle qui a- fait elle a qu'on fait peut-être écrire une des trentaine d'années, autistes, ou tu enfin, vois, on leur Ah. tend la main. Je connais des D'accord. cas Et en fin de compte, très elle a, ambigus. Ah oui. Elle a une formation. Ah oui, d'accord. Courant, hein, maintenant. Ah oui, d'accord. Elle était vraiment dans un isolement avec son autisme qu'on peut caractériser de très profond. Et en fait, elle a réussi à... Elle était isolée dans son corps. Parce qu'elle a pris conscience de son corps, de son schéma corporel, très tard. Enfin, c'est sa mère qui explique ça. Et après, dans sa solitude, elle s'est quand même construit un langage. Et avec ses lettres en carton, elle a réussi à prendre contact avec le monde extérieur au point d'écrire des textes communiqués, mais elle ne savait absolument pas comment faire. Et si elle n'avait pas eu des gens autour d'elle pour lui donner ce moyen, c'est sa mère qui a trouvé la clé en fait. Et donc elle a pu justement concrétiser certainement ce rêve qu'elle avait en elle et rompre au moins son isolement. Vous voyez que le rêve, l'isolement et la solitude a forcément un lien. Moi, j'ai envie de vous dire, vu l'heure qu'il est, qu'on fait une petite pause. Donc, pour ceux qui le peuvent, nous restons là. On va grignoter, on a pas mal de petites choses à vous proposer. Et ensuite, on fera rapidement le diaporama de la petite assemblée générale. Vous verrez 2-3 comptes. Il n'y en a pas des masses, on est quand même tout petit.